un projet que tu... Allô? Oui, Oui, vous dites? je disais, surtout quand tu lances un projet et que tu n'es pas sur place, c'est compliqué. C'est ça, euh, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours Ouais. comme ça. C'est toujours Hum, comme ça. En fait, le problème de l'élevage, c'est que quand il faut que le promoteur lui-même soit là, l'investisseur lui-même soit là. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous avez réellement confiance et qui pourra en fait réellement non seulement faire le travail en termes techniques, mais également aussi faire le travail de gestion financière des choses, ça ne, ouais. ça ne marche souvent pas. Donc, la plupart de ceux sont à l'extérieur et qui ont des exploitations d'élevage dans leur pays n'ont pas de résultats conséquents. C'est souvent difficile, souvent très difficile. Et là où nous, les ingénieurs, nous sommes beaucoup plus sollicités, c'est que c'est beaucoup plus maintenant ceux qui n'ont pas eu une formation de base dans le domaine qui s'intéressent plus maintenant à l'activité. Comprenez? Vous n'êtes Ouais. pas, voilà, vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes quand même qui m'ont contacté, toujours pour des formations du genre. Et à la base, c'est des gens qui n'ont pas eu une formation en agronomie. C'est soit quelqu'un qui a fait la comptabilité, ou bien quelqu'un qui a fait les sciences sociales. Et ils sont maintenant en fait arrivés à un niveau où ils sentent le besoin d'aller vers l'agrobusiness. Vous voyez, donc c'est là que nous intervenons, non seulement pour les aider à avoir le minimum, à avoir la base, le background dans le domaine de l'agro-business. Donc, ici, ils choisissent par exemple maintenant l'élevage. Donc, moi, je suis là. Moi, je suis en élevage. Donc, quelle que soit l'espèce animale qu'ils veulent, donc moi, je suis là. Je les accompagne sur le plan technique, donc à leur fournir quand même les connaissances minimales qu'il leur faut afin de pouvoir bien gérer leurs exploitations. Et maintenant, si possible, maintenant, aller vers l'installation avec eux, les accompagner dans la mise en place de, de l'élevage et pourquoi pas également aussi dans la gestion. C'est un peu ce que moi je fais actuellement. Depuis que j'ai fini ma formation à Ibadan, au Nigeria en 2019, que je suis rentré en 2020. Donc, pratiquement un an que je suis à Cotonou, c'est ce à quoi je me donne maintenant qu'en fait. Donc, c'est un peu ça. Et le fait que vous-même, Ouais. vous avez choisi vous-même de vous imprégner davantage du sujet, moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une très bonne démarche parce que si vous-même, vous maîtrisez correctement le sujet, ça vous permettra quand même de savoir comment est-ce qu'il faut donner les instructions à l'animal qui est sur le terrain. Si l'animal a des problèmes, il faut faire le retour de ces problèmes-là. Vous pouvez quand même savoir par quelle procédure on pourra quand même s'y prendre pour pouvoir résoudre ces problèmes-là et ainsi de suite. Je crois que c'est une très bonne initiative et puis je vous encourage pour ça. C'est vrai que vous avez eu des pertes et ne soyez pas découragé à cause de ces pertes-là. Moi, je dis que c'est des expériences que vous gagnez comme ça. Parce que si vous prenez la parole aujourd'hui maintenant pour parler de l'élevage des poulets, de l'élevage de pondeuses aujourd'hui, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez parlé beaucoup. Donc, c'est des expériences que vous avez capitalisées et qui pourront vous permettre demain de réussir grandement encore cette même activité-là. C'est un peu ça. Oui, oui. Sinon, moi-même, quand même, après la perte, là, dans un premier temps, j'étais vraiment découragé. Et après, je me suis dit, attendez, j'ai perdu plus de 10 000 euros. Si je me retire dans cette activité, comment mon capital là, sera remboursé? Donc, au moins, vu que c'est un projet à long terme, au moins, si je me concentrais, là où j'ai commis des erreurs, les corriger, à la longue, je peux gagner plus que ça. Parce que quand même, quiconque dit que dans l'élevage, il n'y a pas d'argent, l'intéressé aura menti. Parce que moi-même, je l'ai vu, j'ai constaté. C'est un secteur qui est vraiment rentable. Mais bon.
c'est rentable, il y a des risques de perte aussi. C'est ça. Allô? Oui, je suis là, je vous reçois. Hmm. Donc là, comme voilà, on était déjà en contact, ça fait un peu longtemps. Et là, bon, je voulais quand même suivre les trois modules, mais après, vu que les modules sont indépendants des uns des autres, je me suis dit dans un premier temps au moins de commencer le deuxième module. Et après les autres modules, on verra ça après. Donc aujourd'hui, par exemple, on paye juste 1 heure, parce que moi, à minuit, déjà, je dois me coucher. Et je sais pas maintenant si jeudi, par exemple, jeudi, vendredi et samedi, les 3 jours là, quand même, on peut faire 2 heures, 2 heures. Je sais pas si c'est possible. Et vu que vendredi, je n'ai rien à faire, samedi, je n'ai rien à faire, et dimanche aussi, je sais pas moi. Euh, bon, pour le jeudi, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour jeudi et vendredi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Jeudi soir, vendredi soir, il n'y a pas de souci. Ok, ok, ok. Bah donc, même les 2 autres, bon, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Mhm. Et donc là, maintenant, je suis à votre disposition. Et voilà. OK, d'accord. Et ce que nous allons faire, j'avais, comme vous m'aviez dit que vous êtes intéressé par les 3 modules, et vous savez, de vous à moi, donc nous sommes bien en contact, ça fait très longtemps, et j'ai décidé quand même de vous accorder ces 3 modules-là en même temps. Vous comprenez? Parce que ce que je vous l'ai dit, en fait, c'est que s'il veut commencer, dès que je vais commencer maintenant, en fait, le module que vous avez choisi, je serai Oui. obligé d'aller faire recours à des notions dans les autres modules pour pouvoir vous expliquer certaines choses dans le module que nous voulons faire actuellement maintenant. Vous comprenez? Donc, l'idéal, Ok. voilà, donc l'idéal alors, c'est mieux que je vous fasse en même temps ces 3 modules-là. Ça, c'est l'idéal. Là, vous avez le complet avec vous d'un seul coup, quoi, en fait. Vous comprenez? Voilà. Ok, ça marche. Et après, bon, quand les choses vont se normaliser, on verra ça. Je te donnerai ça, sans Il faute, s'il n'y a, plaît, ta pas, adresse y a pas de email. souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Donc, dès que c'est bon à votre niveau, vous me faites signe. Mais on va faire les 3 modules ensemble en même temps. Là, vous aurez le paquet, quoi. Le paquet en même Ok, temps. ça marche. Voilà. OK. Ok, Donc, ça marche. je vais commencer déjà par partager mon écran. Donc, je suis sûr que vous allez avoir ça aussi chez vous là-bas dès que j'ai fait le partage. Vous devez avoir ça. C'est bon? Ok. Vous avez mon écran? C'est affiché chez vous? On dit, c'est pas encore affiché, on dit. On commence. Oui, 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 c'est bon. Parfait. Donc, ça, c'est mon écran que je viens de partager avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, en termes d'alimentation, il y a des principes de base qu'il faut respecter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Oui, si je vais directement à la formulation de l'aliment, il y a des notions de base sur lesquelles je vais chaque fois revenir. Vous oui, comprenez? oui, je vois. Et voilà. Et ça risque de Ouais. nous retarder. C'est pour ça que j'ai suggéré alors qu'on commence en même temps par ce module-là pour que vous ayez déjà les notions de base en termes d'alimentation de façon générale. Maintenant, une fois que ces Ok. ressources-là sont là, ça va maintenant vous faciliter, en fait, ça va vous permettre maintenant de facilement appréhender le module sur la formulation des rations. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Donc, en termes de principe, nous allons voir voilà, donc les facteurs qui affectent l'alimentation du bétail. Donc, parce que si vous voulez faire une pour l'alimentation, vous devez prendre en compte tous ces facteurs-là. Si vous voulez réussir réellement une alimentation de vos animaux, il y a des facteurs que vous devez considérer, forcément. Sans ça, vous n'allez pas réussir une alimentation digne du nom. Secondo, Ouais. nous allons parcourir de façon brève les étapes de la fabrication de l'aliment. Vous savez que la fabrication elle est différente de la formulation. La formulation, c'est autre Mhm. chose.
Mais la fabrication, c'est un processus. Le processus où il y a maintenant la formulation qui est une des étapes. Vous comprenez? Donc, nous allons parcourir brièvement toutes les étapes de la fabrication de l'aliment. Et nous allons finir maintenant ce module-là par des conseils pratiques. Des conseils pratiques, des choses que vous devez faire, des choses que vous ne devez pas faire si vous voulez alimenter vos animaux d'élevage. C'est bon, ça peut aller? Okay. Oui. Parfait. Et s'agissant des facteurs qui affectent l'alimentation du bétail, tel que vous le verrez ici, il y a le premier facteur qui est la catégorie de l'animal. C'est-à-dire quoi? Donc, vous devez savoir l'animal que je veux alimenter, que je veux nourrir. Est-ce que c'est une volaille? Est-ce que c'est le lapin? Est-ce que c'est si? Vous comprenez? Donc, vous devez savoir l'espèce d'animal que vous voulez élever parce que les espèces n'ont pas les mêmes besoins. Si vous prenez le Oui. lapin n'a pas les mêmes besoins en termes alimentaires que la volaille. Donc, vous devez savoir forcément l'espèce que vous voulez alimenter. Ça, c'est quand vous avez l'intention de réussir votre alimentation. Ça. Donc, si vous voulez réellement réussir une alimentation, vous devez d'abord maîtriser l'espèce animale que vous voulez nourrir et également aussi, cette espèce animale-là, elle est destinée à quelle production? C'est très important. La production à laquelle l'animal est destiné définit également aussi ses besoins. Par exemple, les poulets de chair n'ont pas les mêmes besoins que les poules pondeuses parce qu'ils ne sont pas destinés aux mêmes productions. Donc, si vous voulez élever des poulets de chair, leurs besoins sont différents des besoins des poules pondeuses parce que les poulets de chair, eux, ils produisent de la viande, tandis que les poulets de chair, les pondeuses, pardon, leur production principale, ce sont les œufs. Voilà. Donc, les deux n'ont pas les mêmes productions. Par conséquent, ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de nutriments, donc sur le plan nutritionnel. Donc, c'est un facteur très important à prendre en compte également aussi quand vous voulez alimenter des animaux. Le second groupe de facteurs, c'est l'âge et le statut physiologique de l'animal. Donc, si je prends aussi le cas des poulets de chair, par exemple, quand vous avez une bande de poulets de chair, que vous démarrez comme ça, c'est souvent conseillé de faire à chaque semaine ou bien à chaque 2 semaines ce qu'on appelle des pesées de suivi. C'est-à-dire quoi? C'est des pesées qui permettent de catégoriser les sujets. Quels sont les sujets qui ont des retards de croissance, donc qui sont encore petits? Quels sont les sujets qui sont déjà grands? Et on les catégorise. Cela permet au fait d'avoir plus d'attention sur les petits qui ont des retards de croissance que sur les grands. Donc, les petits qui ont des retards de croissance n'ont pas les mêmes besoins en termes de nutriments que les grands. Quand je prends un coq n'a pas les mêmes besoins en termes de nutriments qu'une poule. Une poule aussi n'a pas les mêmes besoins que les poussins. Vous voyez? Donc, l'âge aussi affecte les besoins des animaux. C'est pourquoi vous allez voir ici, voilà. Donc, ça affecte les besoins nutritionnels de l'animal. Donc, l'âge aussi est important. Vous devez savoir l'animal que vous voulez nourrir, quel est son stade physiologique. Est-ce que c'est un animal, par exemple, producteur? Et puis, est-ce que c'est un animal qui est en engraissement? Oui, c'est un animal qui est en phase démarrage. Parce que chaque phase de l'élevage a ses besoins nutritionnels. Vous devez maîtriser ça. Ça, c'est le second groupe de facteurs. Le troisième groupe de facteurs, c'est la disponibilité, l'accessibilité et le coût des matières premières. Je connais déjà mon animal que je vais élever, je connais son âge, je connais son statut physiologique, par conséquent, je connais ses besoins, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que je connais les besoins de l'animal, je dois aller maintenant faire une sélection des matières premières qui pourront me permettre de couvrir ces besoins-là pour l'animal. Supposons que mon animal demande 19% de protéines brutes et 2800 kilocalories d'énergie métabolisable, par exemple. Donc, je dois aller chercher des matières premières qui pourront m'apporter ces pourcentages de protéines et d'énergie pour pouvoir combler les besoins de mon animal et pour pouvoir avoir le résultat de production que je veux de l'animal. Donc, il y a les matières premières et les facteurs qui sont là. Nous avons la disponibilité. Est-ce que c'est des matières premières qui sont disponibles dans votre environnement?
Parce que si le matière première n'est pas disponible dans votre environnement et que c'est des matières premières que vous allez parcourir des kilomètres d'abord avant d'acheter, cela risque aussi d'élever le coût de production de votre aliment. Donc, c'est pour ça que c'est conseillé de baser votre alimentation en majorité sur des matières premières disponibles dans votre environnement immédiat. Des matières premières sur lesquelles vous pouvez facilement mettre la main dans votre environnement immédiat. Cela pour réduire le coût de l'alimentation. Ça, c'est direct. Donc, il y a la disponibilité, c'est-à-dire, est-ce que c'est les matières premières qui sont disponibles aujourd'hui et demain, elles ne le sont plus. Donc, c'est tout ça qu'on étudie d'abord avant de faire le choix des matières premières. Donc, vous devez savoir, telle matière première que je vais utiliser, est-ce qu'elle est disponible le long de l'année ou pas? C'est tout ça là qu'on met dans disponibilité, accessibilité et coût des matières premières. Et c'est un facteur très important qui affecte l'alimentation des animaux. Le dernier groupe de facteurs, c'est le niveau de technicité de l'éleveur. Et c'est pour ça que vous êtes là actuellement aujourd'hui, vous. Parce que vous voulez améliorer votre niveau de technicité pour pouvoir avoir un impact positif sur l'alimentation de vos animaux. Parce que vous pouvez beau connaître l'espèce ou bien les besoins de votre animal, vous pouvez bien identifier les matières premières que vous voulez utiliser, tout et tout. Mais si vous n'avez pas les techniques vous-même qu'il faut pour pouvoir mélanger ces matières premières-là de façon appropriée pour combler les besoins, vous ne pouvez jamais réussir l'alimentation. C'est impossible. Ah bah oui, Voilà. c'est clair. Voilà. Donc, c'est pour ça maintenant aujourd'hui que vous êtes là aujourd'hui pour pouvoir apprendre maintenant comment est-ce qu'il faut combiner les matières premières que vous avez de façon à avoir un aliment qui répond au mieux aux besoins nutritionnels des animaux que vous avez à nourrir. Donc, le niveau de technicité de l'éleveur aussi est un facteur primordial si on veut réussir réellement l'alimentation des animaux. Voilà en bref les facteurs qui peuvent affecter l'alimentation des animaux. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non, c'est bon. D'accord, merci. Donc, maintenant, quelles sont les étapes de fabrication de l'aliment? Donc, la première étape, que vous voulez voir sur la présentation, c'est d'abord de définir les besoins nutritionnels de l'animal. Donc, vous devez savoir, tel que je viens de le dire précédemment, sur la base de l'espèce animale, sur la base de l'âge de l'animal, de la production qui est envisagée et tout, vous allez maintenant définir les besoins de cet animal. Qu'est-ce qu'il lui faut en termes de protéines? Qu'est-ce qu'il lui faut en termes d'énergie? Qu'est-ce qu'il lui faut en termes de minéraux? Qu'est-ce qu'il lui faut en termes de ci, en termes de ça? Vous devez savoir ça. Et une fois que ces besoins-là sont identifiés, on passe maintenant au choix des matières premières que vous allez utiliser. Donc, voilà les besoins que je vais combler. Alors, quelles sont les matières premières, les ressources alimentaires que j'ai à ma disposition ou bien dans mon environnement immédiat que je peux exploiter pour pouvoir combler ces besoins-là? Donc, vous faites le choix des matières premières. Les matières premières qui vont vous apporter de la protéine, vous les choisissez. Celles qui vont vous apporter de l'énergie, vous les choisissez. Celles qui vont vous apporter des minéraux, vous les choisissez. Celles qui vont apporter des vitamines, et puis ainsi de suite. Donc, vous choisissez les matières premières pour pouvoir combler, qui peuvent vous aider du moins à combler les besoins des animaux que vous aviez identifiés précédemment. La troisième étape maintenant, c'est la fabrication de l'aliment. Une fois que les besoins sont identifiés et que les matières premières utilisées sont déjà identifiées et acquises, vous passez maintenant à la formulation de la ration. Donc, c'est là maintenant que vous passez maintenant, vous utilisez l'une des techniques de formulation qui existent pour formuler. Quand on parle de formulation de la ration, c'est quoi? C'est juste une méthode de mélange, une méthode de combinaison judicieuse des matières premières en vue de satisfaire les besoins donnés d'un animal. C'est ça la formulation. Donc, c'est la technique de combinaison judicieuse appropriée des matières premières que vous avez déjà à votre disposition dans le but de satisfaire, de combler les besoins nutritionnels d'un animal que vous voulez nourrir. Donc, vous faites la formulation. Après la formulation, maintenant, il y a ce qu'on appelle les pré-traitements. Donc, s'il y a des matières premières
qui doivent être pré-traités d'abord, comme par exemple le soja grain. Donc, le soja grain est souvent torréfié d'abord. Donc, on fait d'abord la torréfaction du soja grain afin de rendre la protéine du soja plus digestible, plus disponible pour les animaux. Donc, ça, maintenant, c'est un pré-traitement qu'on fait pour le soja grain. Donc, si vous avez des matières premières comme ça, dans vos matières premières, après la formulation, vous passez maintenant au pré-traitement. Après le pré-traitement, maintenant, vous faites maintenant ce qu'on appelle le pré-mélange et le mélange. Les pré-mélanges, c'est quoi? Vous mélangez les matières premières qui apportent des protéines ensemble. Les matières premières qui apportent de l'énergie, vous les mélangez aussi ensemble. C'est ça, les pré-mélanges. Les matières premières qui apportent de minéraux, vous les mélangez ensemble, ainsi de suite. Donc, une fois que les pré-mélanges sont faits de façon pareil comme ça, pas source de nutriments, pour passer maintenant au mélange général. Donc, vous les mélangez tous ensemble. Donc, on fait les mélanges d'abord de façon séparée. Donc, si c'est que dans votre formule, il y a plutôt de soja, plutôt d'arachide et farine de poisson, tout ça, la source de protéines, vous les mélangez ensemble d'abord de côté. Si dans votre aliment, dans votre formule, il y a maïs, il y a blé, il y a sorgho, tout ça, la source d'énergie, vous les mélangez aussi ensemble. Ça, c'est le premier mélange qu'on fait d'abord. Et après, maintenant, le mélange, maintenant, on passe maintenant au mélange de façon générale pour avoir l'aliment qui serait fabriqué. La quatrième étape, maintenant, c'est l'alimentation proprement dite. Donc, c'est là maintenant où l'aliment qui est fabriqué sera fabriqué et il sera servi à l'animal suivant un rationnement donné. Donc, si c'est 10 grammes qu'il faut par jour pour les sujets, donc vous faites le calcul des 10 grammes. Si vous avez 200 sujets, vous faites des estimations et c'est la quantité qu'il leur faut exactement que vous sortez chaque jour pour leur servir. C'est ça, réellement, l'alimentation proprement dite. Donc, voilà en général les 4 principales étapes que vous devez suivre si vous voulez réellement réussir une bonne alimentation de votre animal. Et vous savez, chez nous en position animale, c'est la même règle que chez nous les humains. C'est qu'une alimentation qui est réussie est égale à un bon état de santé des animaux. Parce que vous allez voir, quelqu'un qui est bien nourri, qui est bien alimenté, c'est difficilement il tombe malade. Parce que son système immunitaire est voilà. Quelqu'un qui est bien alimenté, qui est bien nourri, même s'il est parasité, même si des agents pathogènes l'infestent, le système immunitaire étant solide, lutte contre ces agents pathogènes-là. C'est pourquoi c'est très important de réellement travailler sur l'alimentation. C'est pourquoi ça me fait un peu mal parfois quand je trouve des éleveurs qui ignorent réellement en fait, l'importance de ces informations-là. C'est très important. Donc voilà, de façon générale et plus brève, on aura le temps dans les modules à venir de détailler, d'aller un peu dans les détails pour l'étape 2 et l'étape 3. On ira dans plus de détails pour les modules à venir. Donc, l'étape 2, comment il faut identifier les matières premières. Donc, il y a une liste de matières premières qui existe, donc je vais vous les présenter. On va les étudier ensemble. Et maintenant, l'étape 3, on va utiliser maintenant 2 différentes techniques de formulation d'aliments. Et puis, vous allez voir, vous-même également aussi, après avoir choisi les matières premières, comment il faut faire la formulation aussi. Nous allons voir ça dans les modules qui vont venir. Donc, en termes de conseils, oui, allô? Oui. Donc, je disais, Oui. parce que, vu que moi, quand vous m'avez donné la formule là, pour mon truc, Oui. qu'on appelle pour les poulets de chèvre. Oui. Mais juste mon neveu, parce que c'est mon neveu qui a la ferme, c'est lui qui Oui. est chargé de faire la gestion de tout ça là. Donc, moi, je l'envoyais directement la formule. Et en fait, bon, dans la contrée là aussi, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, qui viennent faire les aliments à travers la machine, tu vois, vous voyez. Et Oui. après nous, on les paye. Mais ils font les aliments en fonction de la formule donnée par le propriétaire. Donc, Oui. vu que eux,
il passait pas par la méthode là, parce que moi, je savais pas du tout ça. Faire d'abord un pré-mélange, comme ce que vous venez de dire, c'est-à-dire mélanger les céréales à part, les protéines à part, et après maintenant de faire un mélange général. Donc, par exemple, concernant le cas du maïs, parce que au niveau des céréales, moi, j'utilise le maïs et le son de blé. Donc, le maïs, par exemple, ils vont broyer le maïs d'abord, le concasser et après le mélanger, faire un pré-mélange avec le son de blé et maintenant faire un mélange général. Donc, il faut concasser d'abord le maïs pour faire un pré-mélange avec le son de blé ou quoi. Oui, Allô? oui, je vous reçois. Donc, le maïs, après avoir concassé le maïs, vous passez maintenant, le maïs est concassé, vous allez maintenant le mélanger avec les autres sources d'énergie. S'il y en a d'autres, vous les mélangez ensemble d'abord. Donc, le maïs qui est concassé, Ok. le son de blé également aussi. Donc, les deux là sont d'abord mélangés et réservés dans un récipient à part. C'est comme ça, normalement, ça se fait. En fait, on le fait ça souvent comme ça pour pouvoir garantir une bonne qualité de l'aliment à la fin. Vous comprenez? Donc, et aussi, Ouais. surtout aussi à cause, il y a surtout des matières premières qui sont parfois utilisées sous forme de traces. Par exemple, maintenant, les lysines, les méthionines, les minéraux, les vitamines, tout ça, c'est les matières premières de traces. Donc, quand vous les mélangez par comme ça, dans la masse comme ça risque de, on risque d'avoir des pertes. Vous comprenez, à cause de la poussière, Ouais. donc c'est pourquoi parfois on fait ces premiers mélanges et ces matières premières-là, qui sont utilisées sous forme de traces en proportion très fine, on les garde totalement à la fin. C'est quand l'aliment est totalement prêt, maintenant qu'on ajoute maintenant la lysine, la méthionine, les minéraux et puis ainsi de suite. C'est un peu ça. Maintenant, les minéraux, si Ok. c'est des coquilles d'huîtres ou bien des coquilles d'œufs, il faut forcément d'abord les broyer d'abord pour qu'ils soient, pour qu'ils aient en fait la forme farineuse, quoi, d'abord, avant de les Oui. mélanger maintenant avec l'aliment. Mais l'idéal, c'est de les mettre d'abord à part, ne pas les mélanger directement avec la grande masse. Donc, c'est quand les matières premières, sources de protéines et d'énergie sont mélangées correctement d'abord maintenant et qu'on sait que, bon, voilà, le mélange est déjà parfait, qu'on verse maintenant sur ça les autres matières premières comme les sources de protéines, les sources de minéraux, de vitamines et aussi les sources de l'huile, par exemple, qui est utilisée comme parfois un liant. L'huile, pas même l'huile de palme, est souvent utilisée comme Oui. à la fois comme liant ou bien aussi comme source d'énergie. Vous voyez? Donc, l'huile est aussi réservée à part. Et c'est quand l'aliment est totalement prêt maintenant qu'on vient maintenant faire ça sur ça pour pouvoir faire maintenant le mélange final. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait pour ne pas en fait, avoir des pertes de nutriments. Parce que vous avez déjà fait une formule alimentaire, mais si lors des mélanges, il y a des pertes, vous risquez d'avoir un aliment qui ne va plus couvrir les besoins des animaux. Donc, c'est pour ça qu'on prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de perte de nutriments lors de la manipulation des matières premières. C'est un peu ça. Ok. Merci. Et la partie là, c'est noté. Parce que j'ai jamais procédé par cette méthode. Maintenant, c'est noté. C'est pourquoi il faut toujours chercher la connaissance. D'accord, je suis ravi de vous avoir éclairé. D'accord, donc ici, vous allez voir, bon, voilà, c'est quelques exemples de matières premières. Vous avez, il y a le son de blé, il y a le son de maïs, il y a le tuto de coton, il y a le tuto de palmis, vous avez la coquille d'huître qui est utilisée comme source de minéraux, le sel aussi comme source de minéraux. Donc, vous savez que le son de maïs, son de blé sont des sources d'énergie. Et il y a les tutos de coton, tutos de palmis qui sont utilisés comme source de protéines. Donc, c'est quelques exemples de matières premières. On va revenir sur ces matières premières-là ensemble après pour pouvoir voir leur composition chacune et savoir quand est-ce qu'il faut utiliser telle matière première et quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser telle matière première. On va voir ça ensemble. Maintenant, quels sont les conseils
pratiques que nous donnons souvent au fait, aux éleveurs qui nous consultent en matière d'alimentation. Premièrement, nous les demandons de choisir toujours des matières premières disponibles le long de l'année et qui sont passées d'assez. Vous voyez ce que je dis tout à l'heure maintenant, c'est mieux, c'est préférable. Si vous avez des matières premières autour de vous, dans votre environnement immédiat, c'est mieux de faire votre formulation sur la base de ces matières premières-là que d'aller chercher des matières premières qui sont à 50 km de vous pour la formulation. Cela va vous revenir plus cher parce que si le kilo de matières premières là-bas est à 200 francs, vous devez ajouter sur ça le coût du transport, aller-retour d'abord. Voilà, donc tout ça là va vous revenir plus cher. Or, si la matière première du moins est déjà disponible dans votre environnement immédiat, le coût du transport est déjà dispensé. Par conséquent, l'aliment risque de vous revenir moins cher. Vous voyez? Il faut prendre également des matières premières disponibles le long de l'année. C'est-à-dire quoi? Ne prenez pas une matière première que vous allez utiliser aujourd'hui, demain ou bien pendant 2-3 mois et paf, la matière première là n'existe plus sur le marché. Donc, il faut maintenant reformuler encore notre formule alimentaire. Vous savez que les animaux ne sont pas comme nous les humains où je peux manger le riz aujourd'hui et demain matin très tôt, je manger encore un autre aliment. Les animaux ne sont pas comme ça. Pour changer de formule comme ça pour les animaux, il faut d'abord une transition alimentaire. Donc, quand vous perdez comme ça le contrôle d'une matière première, vous devez reformuler encore votre ration alimentaire et par conséquent, c'est un nouvel aliment que vous proposez comme ça aux animaux. Par conséquent, il faut faire maintenant une transition alimentaire et cette transition alimentaire présente parfois des conséquences négatives pour les animaux. Vous voyez? C'est pourquoi c'est souvent conseillé d'étudier bien les matières premières. Si vous voyez que cette matière première-là est moins chère et que vous voulez l'utiliser coûte que coûte dans votre ration alimentaire, alors il faut l'acheter pendant que c'est en abondance sur le marché, pendant que c'est beaucoup quoi sur le marché, vous l'acheter en grande quantité et puis vous le stockez quelque part. Et puis ce stock-là pourra vous permettre de traverser la période de soudure. Vous comprenez? Par exemple, maintenant, la matière première est disponible pendant 6 mois et puis elle est rare sur le marché pendant 6 mois. Donc, pendant les 6 mois où c'est disponible, vous faites un grand stock de cette matière première-là. Et quand c'est rare maintenant, vous déstockez maintenant pour fabriquer votre alimentation. Et le troisième module que nous allons faire va vous montrer comment il faut stocker et conserver et conserver l'alimentation. Et pas également aussi. C'est aussi important. Vous voyez, donc on va venir sur ça également aussi. Et puis vous allez voir quelles sont les techniques de conservation des matières premières. Second conseil, il faut faire le choix des matières premières moins coûteuses. Voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours avoir des matières premières moins coûteuses et de qualité. Donc, toujours viser le rapport qualité-prix. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Vous voyez, par exemple, la farine de poisson, elle est riche en protéines, mais elle est coûteuse. Vous voyez, elle est coûteuse. Le kilogramme de farine de poisson, elle est énorme. Elle est coûteuse. Voilà. Là, mon ingénieur, on va toucher la partie là. C'est pas pour vous couper la parole. Vous voyez? Oui, oui. Par exemple, chez nous, oui. Un sac 50 kilos. Oui. 50 kilos de soja. Un sac de soja coûte à peu près 50 €. Oui. 50 €. Et le poisson, farine de poisson là. Oui. Parce que chez nous, il y a une préfecture. Et cette préfecture-là aussi est vraiment chargée de ça. C'est une zone là où il y a beaucoup de pêche. Oui. Et j'ai parlé avec les gens là-bas qui vendent des poissons bien séchés, Oui. 50 kilos. Attends, 50 kilos à peu près 25 €. Vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que c'est il est moins cher, en tout cas chez nous, farine de poisson est Oui. moins cher que le soja. Parfait. Donc, si c'est comme ça, ce n'est pas le cas chez nous ici, par exemple. Chez nous ici, la farine de poisson coûte plus cher que le soja. Vous comprenez? Donc, à part ce problème de coût, il y a aussi le problème de qualité. Vous savez que la farine de poisson, chez nous ici, en tout cas à Cotonou ici,
elle est dans la plupart des temps importée. Donc, c'est importé soit de la Belgique, soit des pays, en tout cas des pays européens quand même. Ah, Voilà. ok. Donc, pour conserver ça durant tout le trajet, les gens ils ajoutent parfois des additifs chimiques qui parfois Oui, 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 je vois. voilà, qui parfois aussi dénaturent encore la matière première. Si bien que la farine de poisson qui devait contenir, par exemple, 75% de protéines, quand ça vient chez vous, c'est à peine vous avez dedans 60% de protéines. Mais vous allez sur 75% de protéines pour faire la ration. Et par conséquent, votre aliment n'apporte pas la protéine qu'il faut à vos animaux. Vous voyez un peu le problème. Donc, Oui, voilà. oui, je Donc, vois, je vois. il y a aussi ce problème de qualité là qui se pose également aussi. Donc, c'est pour ça, chez nous, ici, souvent, nous, on conseille beaucoup plus les producteurs à aller vers les ressources alimentaires moins coûteuses, mais qui sont de qualité, tout simplement. Ce que vous avez fait maintenant, où vous avez contacté des amis dans une autre région pour avoir les farines de poisson faites sur place. C'est très bien. Là, c'est moins coûteux. Là, ça vous revient moins coûteux. C'est très bien, c'est une très bonne méthode. Vous voyez? Donc, Ouais. ne jamais perdre de vue le rapport qualité-prix. C'est ce que nous voulons dire par là, en fait. C'est juste ça. Donc, ensuite, il faut maîtriser au moins une des techniques de formulation de la ration. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons vous apprendre au moins une technique de formulation de ration alimentaire. Donc, il faut s'assurer que le milieu de manipulation des matières premières est sain et propre. Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que de tout faire pour que le long du processus de fabrication, de mettre les précautions qu'il faut, prendre les précautions qu'il faut pour que l'aliment ne soit pas dénaturé, pour qu'il n'y ait pas de perte de nutriments lors de la fabrication. Parce que s'il y a de perte de nutriments, c'est comme si ce n'est pas la formule que vous avez faite là, que vous avez fabriquée. C'est-à-dire quoi? L'aliment qui est sorti à la fin ne répond plus à la formule que vous avez faite au départ, parce que lors de la fabrication, il y a des pertes de nutriments. Donc, il faut toujours veiller à ce que l'environnement, là où vous voulez faire votre manipulation des matières premières, soit propre. C'est-à-dire quoi? Il n'y ait pas de contamination d'agents pathogènes, c'est-à-dire que d'autres agents pathogènes ne viennent pas se mélanger à l'aliment. Donc, il faut s'assurer que le milieu est propre et sain. Ensuite, Ouais. il faut s'assurer que le mélange est bien fait. Quand vous voulez faire les mélanges, il faut vous assurer que le mélange est très bien fait. Ça c'est très important. C'est pourquoi les pré-mélanges sont importants. Les pré-mélanges conduisent vers une homogénéité parfaite. Ça permet quand même d'avoir un mélange parfait à la fin. Donc, quand vous faites les mélanges pas à pas d'abord, avant de faire le gros mélange ensemble maintenant, ça permet quand même de réussir le mélange. C'est pourquoi, c'est aussi une raison pour laquelle les pré-mélanges sont conseillés. Ensuite, il faut stocker, conserver les matières premières restantes ainsi que l'aliment fabriqué dans un local sec et propre, puis à l'abri des rongeurs. C'est très important ça là aussi. Donc, lors du troisième module, nous allons voir comment est-ce qu'il faut concevoir un local propre, là où vous allez mettre vos matières premières ou bien l'aliment qui est fabriqué, tout ça là. On va voir ça ensemble. Il faut aussi éviter le gaspillage de l'aliment lors du service. C'est ça. Donc, il faut éviter le gaspillage. Donc, s'il faut aux animaux 10 grammes, servez-les les 10 grammes. Si vous voulez servir les 10 grammes aujourd'hui et que vous voyez qu'ils ont tout consommé, ça veut dire que les 10 grammes là ne leur pas suffi. Le jour qui suit, vous pouvez aller à 15 grammes pour voir. S'ils consomment encore les 15 grammes, ça veut dire que les 15 grammes ne leur pas suffi. Et c'est comme ça qu'on peut jusqu'à aller déterminer la quantité qu'il faut exactement pour l'animal. La fois dernière, quand vous m'avez demandé la fois dernière quelle est la quantité d'aliments qu'il faut pour calculer pendant 5 mois, je vous ai dit que ce n'est pas en fait un chiffre qui existe comme ça, bah, comme ça, non. C'est pas un chiffre, il n'y a pas un chiffre standard en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent dans ça. Donc, on ne peut pas vous donner, si un spécialiste du terrain, du domaine là, vous dit, bon voilà, il faut 5 kg d'aliments pour un coconnet pendant 5 mois, il a menti. Il n'y a pas en fait un chiffre standard comme ça. Il n'y en a pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent. Et c'est à vous, l'éleveur, de travailler pour pouvoir déterminer dans votre système à vous, parce que tout ça varie en fonction du système. Quand on dit système, c'est l'ensemble de plusieurs facteurs. Donc, dans votre système d'élevage à vous, vous allez déterminer maintenant la quantité d'aliments qu'il faut pour vos animaux par jour. C'est comme ça. Et pour pouvoir déterminer ça, c'est ce que je l'ai dit. Premier jour, vous allez donner 10 grammes.
S'ils mangent tous les 10 grammes, ça veut dire que les 10 grammes sont suffisants pour eux. Deuxième jour, vous allez à 15 grammes. S'ils mangent tout encore, ça veut dire que c'est encore petit pour eux. Troisième jour, vous allez à 20 grammes. C'est comme ça, vous faites jusqu'à aller déterminer la quantité vous faites, moyenne qu'il leur faut. Le jour où vous allez leur donner peut-être maintenant 50 grammes, ils ne vont pas tout manger. Là, vous allez voir que, 50 grammes, c'est encore beaucoup plus. Donc, vous revenez encore en arrière. C'est comme ça, vous faites le traitement jusqu'à aller savoir concrètement dans votre système à vous, quelle est la quantité d'aliments qu'il faut pour un poussin qui est en démarrage, pour un poussin qui est en démarrage. Et c'est ça que vous notez quelque part pour tout ce qui est autre bande de poussins que vous aurez à avoir. C'est cette quantité-là que vous leur offrez. Donc, la quantité d'aliments varie d'un système à un autre. Ce n'est pas uniforme. Parce qu'il y a des conditions qui sont là. Un éleveur qui donne bien à manger à ses animaux, vous allez voir que ces animaux-là, qui donne bien à boire à ses animaux, vous allez voir que ces animaux-là vont manger plus qu'un éleveur qui ne donne pas correctement à boire à ses animaux. Vous voyez que c'est déjà deux systèmes différents. Ouais. Voilà, donc deux systèmes différents, par conséquent, ils n'auront pas la même consommation en aliments. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, c'est à vous-même, éleveur, d'identifier la ration alimentaire, la quantité alimentaire qu'il faut à vos animaux. C'est un peu ça. Donc, il faut aussi assurer une disponibilité d'eau à volonté pour les animaux. On est, en tout cas chez nous, ici par exemple, au Bénin, nous sommes dans une région tropicale où il fait chaud. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau là en permanence pour les animaux. C'est ce qui est conseillé. Il faut toujours se débarrasser de la mangeoire, du refus du jour antérieur avant de servir de nouveaux aliments. C'est très important. Beaucoup d'éleveurs font cette erreur-là. Quand il vient, comme il est fatigué là, même il y a un refus dedans là, il sert encore le nouvel aliment dedans, comme ça, et il mélange ça pour dire bon, ils vont prendre ça comme ça. Et il oublie que l'aliment a dormi là. Par conséquent, il peut y avoir des germes pathogènes que le vent a peut-être déjà fait circuler, qui sont déjà tombés dedans. C'est très grave. Hein? Ou bien si par erreur, il y a des rongeurs qui ont accès à votre élevage, c'est fini. Ces rongeurs-là vont déjà manger, vont déjà toucher ces mêmes aliments-là, ces mêmes refus-là, parfois même déféquer dedans, et vous allez venir simplement servir encore un nouvel aliment dedans encore pour les animaux. Or, les rongeurs sont des animaux qui trimballent des pathogènes dans leurs pattes, des germes qui ne leur font rien à eux, mais qui peuvent nuire à d'autres animaux. Donc, c'est souvent conseillé de toujours débarrasser les mangeoires de refus. Et si vous prenez bien le calcul pour identifier la quantité d'aliments qu'il faut pour vos animaux, vous allez voir qu'il n'y a souvent pas de refus. Sans vous mentir. Si vous faites bien vos calculs, le refus, il y en aura, hein, mais ce soit des miettes, quoi, en fait. Ce soit des miettes, mais pas des refus pour, sur 50 grammes. Les refus sont là. En grande quantité, non. Voilà, en grande quantité, là, c'est pas bien. Là, c'est pas du tout bien. Donc, voilà un peu à peu près en fait, les conseils que nous donnons le plus souvent aux éleveurs pour pouvoir réussir réellement leurs activités. Donc, c'est un peu en fait, le module que j'ai préparé ce soir. Je veux qu'on discute par rapport à ça d'abord, avant de passer maintenant aux choses sérieuses. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, non, c'est bon. Parfait. C'est vraiment clair. Voilà. Donc, je vais arrêter ça. Voilà, je vais arrêter ça. Ok. Voilà, donc c'est un peu ce qui est prévu pour aujourd'hui. J'avais prévu qu'on partage un peu ce qu'on a aujourd'hui. Là, comme ça, maintenant, vous êtes déjà. Si vous voulez, la vidéo, je l'ai enregistrée, donc je vais vous envoyer le lien. Donc, vous pouvez la télécharger. La vidéo de la séance, quoi. Ça a été enregistré. Donc, vous pouvez la télécharger. Ok. Vous pouvez la télécharger puis la rejouer autant de fois que vous voulez, histoire de saisir davantage encore les explications, quoi. Vous comprenez? Donc, je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Ok. Quand on aura fini. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Et donc, la prochaine séance. C'est le jeudi soir. Le jeudi. Même heure, non? Oui, j'ai dit même heure, mais bon, j'ai dit quand même 2h, 3h, on peut faire ça, hein, vu que vendredi, je n'ai rien à faire, sauf que vous avez un programme. Et vendredi, quand même,